Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 2 janvier 2025. Mon nom est Claude Laferrière, je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune contribution ou considération de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, Poilievre, des défis. Je fais référence, bien entendu, au chef conservateur Pierre Poilievre et aux défis qui l'attendent. Voici. Je tiens d'abord à préciser que je suis un conservateur de longue date et que je suis aussi un donateur du Parti conservateur. Et comme bien des personnes, présentement, je suis inquiet concernant deux aspects du leadership de M. Poilievre. Le premier aspect, d'abord, concerne l'équipe. Est-ce qu'il y a une équipe autour de Pierre Poilievre? S'il y en a une, eh bien, je ne la connais pas. Il y a bien sûr des députés du Québec, M. Paulus, M. Berthold, d'autres. Et sauf que dans les médias, on ne les voit pas. C'est comme s'ils n'existaient pas, ou très rarement. Et très rarement, ils prennent la parole. On voit Pierre Poilievre, et Pierre Poilievre, et toujours Pierre Poilievre. Donc, la question de l'équipe pour une équipe économique, connue et reconnue. Est-ce que Pierre Poilievre dispose d'une équipe économique, connue et reconnue? À ce jour, nous sommes à la veille d'une élection, j'en doute. Est-ce que Pierre Poilievre dispose d'une équipe juridique connue et reconnue? À ce jour, je ne le sais pas. D'une équipe en matière de sécurité nationale, on parle beaucoup de sécurité nationale par les temps qui courent avec Donald Trump, la guerre en Ukraine, la menace chinoise sur Taïwan. Est-ce que Pierre Poilievre dispose d'une équipe en matière de sécurité nationale? Je ne le sais pas. Peut-être que vous le savez. En tout cas, elle n'est pas très apparente dans les médias. Autrement dit, que ce soit en matière économique, juridique ou de sécurité nationale, je comprends qu'il n'y a pas d'équipe apparente, connue et reconnue dans les médias ou autrement. Je constate aussi que Pierre Poilievre, et ça c'est le deuxième aspect de ma présentation avant que j'aborde les défis, c'est qu'il n'y a pas vraiment de plan politique de remplacement. On parle beaucoup de hacks de taxes, on parle beaucoup de coupures dans les programmes, possiblement dans la fonction publique, la coupure dans les taxes. Sauf qu'un programme politique ne peut pas se limiter à être une paire de ciseaux. On coupe, on coupe, on coupe. D'accord, ça va aller. D'ailleurs, les libéraux reprochent aux conservateurs d'avoir une politique axée exclusivement sur des coupures. Vous comprendrez que des coupures, ce n'est pas un programme politique. Par contre, il faut comprendre que ces coupures annoncées, eh bien, c'est tout à fait conforme au devoir de fiduciaire d'un homme politique. En fait, un homme politique, comme les hauts fonctionnaires, gère l'argent des autres. Donc, ils doivent gérer avec une prudence, circonspection, compétence. Et quand on gère l'argent des autres, il faut rendre des comptes. Je le répète, quand on gère l'argent des autres, il faut rendre des comptes. Ça, les libéraux sont très faibles là-dessus. Et les conservateurs, lorsqu'ils disent on coupe, on coupe, on coupe, en fait, ça vient renforcer le devoir fiduciaire, en fait, les obligations qui découlent du fait de gérer l'argent des autres et ensuite de rendre des comptes aux autres, c'est-à-dire à la population. C'est ce qu'on appelle en un mot la responsabilité ministérielle. Cette responsabilité ministérielle, elle existe en droit, elle a des fondements, ça découle des devoirs fiduciaires, ça découle du devoir de rendre compte, ce qu'on appelle en anglais the accountability.
Et donc, l'argent des autres, eh bien, il faut en quelque sorte s'en occuper avec le plus grand soin, ce qui n'a pas été le cas des libéraux. Ce qui m'amène à me poser la question, est-ce que pour la prochaine élection, finalement, est-ce qu'on va voter pour Poilievre ou si on va plutôt voter contre Trudeau? Bon, à tout le moins, les conservateurs s'engagent à mieux gérer notre argent et à nous rendre des comptes, en quelque sorte, à renforcer cette idée de la responsabilité ministérielle. Maintenant, quels sont les défis de M. Poilievre? D'abord, il y a trois types de défis. En fait, pas trois types, il y a trois défis importants. Le premier défi, c'est le défi de la réconciliation. Je vais m'expliquer là-dessus. Le deuxième défi, c'est le système de justice criminelle. Et le troisième défi, ce sont les médias. Autrement dit, le troisième défi, c'est carrément Radio-Canada. Bon, parce que là, il y a un problème. Et il est grave, le problème. Voici. Premier défi. Le premier défi consiste pour les conservateurs à réconcilier dans leur sein l'aile des conservateurs sociaux et des conservateurs fiscaux. Qui sont les conservateurs sociaux et qui sont les conservateurs fiscaux? Les conservateurs sociaux sont faciles à identifier. Ce sont les gens qui sont pro-vie, contre l'avortement, contre l'euthanasie des personnes âgées, malades, voilà, contre la légalisation des drogues, et qui favorise, si vous voulez, qui encourage la lutte contre le crime organisé, la lutte contre la criminalité, la lutte contre les trafiquants de drogue, un peu, si vous voulez, sur le modèle américain, et qui tiennent mordicus à des sentences planchées pour diverses accusations criminelles, c'est-à-dire des sentences minimales pour diverses accusations criminelles. Ce sont aussi généralement des groupes de personnes identifiées comme des chrétiens, évangélistes, catholiques conservateurs, et ainsi de suite. Autrement dit, quand la religion prend de l'importance. Ça peut être aussi des groupes juifs ou musulmans, des gens très attachés à des valeurs traditionnelles, comme par exemple la foi, la famille, la tradition générale. Donc ça, ce sont les conservateurs sociaux. Les conservateurs fiscaux, fondamentalement, ce sont des libéraux. Ils sont pour l'avortement, pour l'euthanasie, pour la légalisation des drogues, voire de la prostitution, mais qui tiennent mordicus à une discipline budgétaire, donc à exécuter le devoir fiduciaire de rendre des comptes selon une approche rigoureuse. C'était l'école de Brian Mulroney, par exemple. Stephen Harper, durant son règne de 2 mandats, a réussi à réconcilier avec la broche, si vous voulez, ces deux écoles, parce que les conservateurs sociaux et les conservateurs fiscaux, en général, se détestent. Et c'est la raison pour laquelle les conservateurs sont rarement au pouvoir. Cette division-là, vous ne la retrouvez pas chez les libéraux. Mais il faut comprendre que depuis Wilfrid Laurier, en passant par Mackenzie King, Saint-Laurent, Diefenbaker, Pearson et d'autres, eh bien, les libéraux sont devenus au fil des années ce qu'on va appeler le Natural Governing Party, parce qu'ils n'ont pas une fracture au beau milieu de leur formation politique, alors que les conservateurs vivent avec cette fracture depuis des décennies. Stephen Harper a réussi à réconcilier ces deux écoles en écoutant les conservateurs sociaux, mais en ne faisant pas ce qu'ils demandaient. Donc, on les a en quelque sorte marginalisés au sein du Parti conservateur, mais on les écoutait. On avait une écoute. En fait, le Parti conservateur sous Stephen Harper était fondamentalement un parti gouverné, en fait, influencé par les conservateurs fiscaux, avec l'obsession de la rigueur budgétaire et du contrôle. Contrôle à l'interne et contrôle à l'externe. Voilà. Donc, est-ce que Pierre Poilievre va parvenir à maintenir un équilibre au sein du Parti conservateur et à faire en sorte que les deux factions évitent en quelque sorte de se
je vous dirais, de détruire le parti jusqu'à un certain point. Est-ce qu'il va réussir à écouter les conservateurs sociaux et à faire ce que les conservateurs sociaux disent je demande, ou s'il va se contenter de suivre les instructions des conservateurs fiscaux? Et sinon, ça risque d'être une lutte fratricide. S'il n'est pas capable de réconcilier ces deux écoles, ça va être une lutte fratricide qui va être épouvantable. Et Poilievre va faire un mandat et, passez-moi l'expression, les libéraux vont revenir au pouvoir. Bon. Le deuxième défi, c'est le défi du système de justice criminelle. Ça, c'est, passez-moi l'expression, c'est un défi important parce qu'au Canada, la criminalité est en hausse. Dans les négociations avec les États-Unis, la question du trafic de drogue, de l'immigration illégale, trafic de personnes, lorsqu'on parle de drogue, c'est pas seulement le fentanyl, on met beaucoup l'accent sur le fentanyl, mais c'est autant la cocaïne, l'héroïne, toutes les drogues illégales, y compris le pot, parce que le marijuana aux États-Unis, dans la plupart des États, est considéré comme une drogue illégale. Donc, c'est un dossier majeur. La justice criminelle. Le premier pan d'une réforme possible, évidemment, vise la question du droit des victimes d'actes criminels. Là-dessus, les procureurs, dont Maître Marc Bellemare et moi-même, on avait supporté à l'époque du gouvernement Harper, cette idée d'adopter un peu le modèle français de partie civile à l'intérieur du procès criminel. Évidemment, ça n'a pas été retenu. Par contre, le sénateur Boisvenu a réussi à faire adopter sa charte des droits et libertés, sa charte des droits des victimes, dis-je. Et donc, il y a quand même eu certaines avancées qui ont été faites à l'époque du gouvernement Harper en matière, par exemple, de sentences minimales en matière criminelle pour certains crimes. Il faut comprendre que qu'est-ce que le nouveau futur premier ministre Pierre Poilievre va faire dans ce domaine, eh bien, il n'a pas encore annoncé ses couleurs. Et nous sommes à la veille d'une élection. Donc, point d'interrogation. Le deuxième aspect du système de justice criminelle, et celui-là, il est extrêmement sensible, c'est la question des nominations judiciaires. N'allez pas penser que parce que Justin Trudeau ne sera plus en politique, que son héritage ne sera plus là. Hein? Soyons clairs, depuis que Justin Trudeau est au pouvoir, 2 mandats, il a procédé, son procureur général, ministre de la Justice, a procédé à de nombreuses nominations judiciaires. Il a nommé sur le banc de nombreux jeunes avocats qui vont en quelque sorte poursuivre, continuer et supporter des valeurs libérales, les valeurs conformes, si vous voulez, à un agenda, l'agenda qui les a amenés sur le banc, parce qu'allez pas vous imaginer que le ministre de la Justice libérale va nommer sur le banc des avocats conservateurs. Allez pas penser ça, là, c'est naïf de penser ça. Il y a une continuation, il y a une pérennité qui est assurée. Les libéraux là-dessus, depuis Sir Wilfrid Laurier, ont fait preuve d'une discipline militaire, à savoir de nommer sur le banc des gens qui vont protéger leur héritage, ce que les conservateurs ne font pas, ont toujours négligé de faire, même sous le règne de Stephen Harper. On se souvient qu'il a réussi à nommer un seul juge à la Cour suprême, Russell Brown, qui a démissionné dans des circonstances, je vous dirais, un peu mystérieuses, un peu douteuses, on ne sait pas trop, là. De toute façon, il a démissionné, c'est un juge conservateur. Bon. Les nominations judiciaires. Donc, nommé, il va falloir que Pierre Poilievre et son ministre de la Justice se nomment de jeunes avocats, de jeunes avocates avec des valeurs conservatrices sur le banc et que ces avocats jeunes, nommés au début de la cinquantaine, vont siéger jusqu'à l'âge de 75 ans, qui est l'âge de la retraite pour les juges. Eh bien, pendant 25 ans, ils vont pouvoir rendre des jugements qui vont devenir des précédents et ces précédents vont être la loi. Et ce que les conservateurs n'ont pas fait dans le passé, c'est la raison pour laquelle nous avons une loi qui est très à gauche, un système juridique qui est très à gauche, qui est très néolibéral au Canada.
et qui est le reflet du Parti libéral, qui est le Natural Governing Party, comme ils aiment eux-mêmes se définir. Bon. Ensuite, évidemment, pour réformer le système de justice criminelle, un autre aspect important, c'est que Pierre Poilievre compte sur la clause dérogatoire pour, par exemple, imposer des sentences minimum. Cette approche est extrêmement naïve. N'allez pas penser que les juges vont interpréter la clause dérogatoire de façon à se priver d'un pouvoir discrétionnaire dont ils disposent in se, par ailleurs, c'est-à-dire par eux-mêmes. Donc, la clause dérogatoire par rapport à la charte, par exemple, ou par rapport à la loi constitutionnelle de 1867, va être interprétée, à mon humble point de vue, de façon très étroite, de façon à ne pas empiéter sur une interprétation large et libérale de la Charte canadienne des droits et libertés, interprétation large et libérale qui a été confirmée à maintes reprises par la Cour suprême. Donc, pensez qu'en utilisant la clause dérogatoire, on va limiter des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, des droits qui sont interprétés de manière large et libérale. Je pense que c'est prendre ses rêves pour des réalités. La clause dérogatoire va être interprétée de façon stricte et étroite, limitée à la question du partage des compétences en vertu des articles 91 et 92. Donc, ça n'aura aucun impact sur la Charte canadienne des droits et libertés. Ce qui veut dire que la loi québécoise sur la laïcité va prendre le bord du shredder. Autrement dit, elle va être déclarée nulle, non avenue, inconstitutionnelle, illégale. En fait, toutes les formules que vous pouvez utiliser, la loi sur la laïcité va nulle part. Et ça, eh bien, la clause dérogatoire va recevoir une interprétation très étroite parce qu'elle est incompatible. C'est parce qu'une interprétation large de la clause dérogatoire est incompatible avec une interprétation large de la Charte canadienne des droits et libertés. Si la Charte canadienne des droits et libertés est interprétée largement, ce qui est le cas, ce qui a été décidé par nos tribunaux, eh bien, la clause dérogatoire va être interprétée de manière étroite. Voilà. Et un bel exemple de cet aspect important, je reviens là-dessus, c'est que, voyez-vous, nos tribunaux, lorsqu'on parle de sentence minimale, la question du pouvoir discrétionnaire des juges repose sur ce qu'on appelle une philosophie de l'activisme judiciaire. Les juges libéraux qui sont qui siègent dans nos tribunaux, eh bien, font ce qu'on appelle de l'activisme judiciaire. Qu'est-ce que c'est l'activisme judiciaire? C'est de préserver, en quelque sorte, son pouvoir discrétionnaire d'interpréter les lois. Donc, ils veulent être les seuls maîtres de l'interprétation des lois et ne pas se faire dire par le législateur comment interpréter les lois. Or, lorsqu'on impose des sentences minimales, eh bien, on enlève aux juges un pouvoir discrétionnaire auquel ils tiennent mordicus. Donc, cette philosophie de l'activisme judiciaire repose sur une interprétation que je pourrais qualifier de téléologique, c'est-à-dire quel était l'objectif, pourquoi tel législateur a adopté telle loi et que cette loi, l'interprétation du but de la loi a pu évoluer avec les années. C'est le principe de l'arbre évolutif, n'est-ce pas? La Constitution est un arbre qui peut évoluer dans toutes les directions. C'est l'interprétation téléologique, excusez-moi, qui fonde l'activisme judiciaire et qui fait en sorte que, par exemple, aux États-Unis, les juges libéraux ont interprété le droit de l'avortement dans Roe v. Wade de façon, si vous voulez, très libérale. Ils ont vu dans le 14e amendement de la Constitution des États-Unis un droit à la vie privée qui permet, qui confère un droit aux femmes d'obtenir un avortement. Or, la notion de droit
vie privée, pas seulement de droit de vie privée, mais de la vie privée n'apparaît même pas dans le 14e amendement. Donc, on a fait une interprétation extrêmement large et théologique du 14e amendement en fonction de l'évolution du droit des femmes. Et là, on y a vu le droit à l'avortement. Cette interprétation a été cassée dans la décision Dobbs de la Cour suprême des États-Unis, qui a renversé en quelque sorte Roe v. Wade, en fait, qui a précisé que finalement le droit à l'avortement, s'il existe, eh bien, c'est la responsabilité des États. Ça relève de la compétence des États en vertu du 10e amendement qui fait que les compétences résiduaires, à savoir ce qui n'est pas mentionné dans la Constitution des États-Unis, eh bien, ça revient aux États. Donc, la question de l'avortement, maintenant, est décidée à l'échelle des États et non plus du gouvernement fédéral. Vous comprendrez que vous avez d'une part une interprétation téléologique de la Constitution qui fait en sorte qu'on peut voir dans une lecture de la Constitution des droits qui n'y apparaissent pas littéralement, comme le droit à la vie privée dans le 14e amendement. On dit que ce droit à la vie privée origine des pénombres du droit, the penumbras of rights, une sorte de twilight zone, une sorte de zone mystérieuse qui fait en sorte que des droits émergent lorsqu'on fait une interprétation large et libérale. Et ça s'oppose à l'école littérale ou historique, c'est-à-dire que quand on fait une interprétation stricte, littérale ou historique du 14e amendement, eh bien, ce que l'on constate, c'est qu'il n'y a pas de droit à la vie privée. Et c'est à partir de cela que le juge Alito, dans la décision Dobbs, a décidé finalement de déplacer la question de l'avortement à l'échelle des États parce que la vie privée n'existe pas. Le mot, l'expression vie privée n'apparaît pas dans le 14e amendement. Alors que les juges qui pratiquent l'interprétation téléologique, ils ont vu une inspiration, en quelque sorte, qui provenait de la pénombre du droit, une sorte d'ombrage de droit, une vision un peu, si vous voulez, presque poétique, la métaphysique. Eh bien, c'est ce qui fait que vous avez deux écoles de pensée qui, sur le plan du droit, s'affrontent sur, par exemple, la question de l'avortement, par exemple, la question des sentences minimum. En fait, on peut faire un parallèle intéressant entre la question de l'avortement et la question des sentences minimum par rapport aux deux écoles de pensée. Pour les conservateurs, il est clair que la question du droit à l'avortement aux États-Unis relève des États et que la question des sentences minimum, eh bien, c'est aux législateurs de décider et non pas aux tribunaux de décider quelle sera, en tout cas d'une certaine manière, la sentence minimum pour certains crimes. Voilà. J'ai peut-être été un peu confus. J'invite mes abonnés et d'autres qui vont regarder la vidéo à me poser des questions dans vos commentaires si jamais mon explication a pu sembler un peu confuse, parce que c'est une question extrêmement importante. Un autre pan de la justice criminelle que je veux couvrir, eh bien, c'est la question de la Cour suprême du Canada. Les conservateurs vont être en quelque sorte pris avec une Cour suprême extrêmement libérale qui, sur le plan idéologique, s'oppose à de nombreux de leurs principes, du moins s'oppose aux principes des conservateurs sociaux, à tout le moins, sur des questions fondamentales, de droits fondamentaux. Eh bien, voici ce que je propose à M. Poilievre. En fait, c'est de prendre la même solution que Biden avait décidé de prendre par rapport à la Cour suprême américaine. Biden a décidé l'an dernier d'essayer, enfin il y a un comité qui a siégé sur cette question aux États-Unis, c'est d'augmenter le nombre de juges de la Cour suprême. Ici au Canada, nous avons 9 juges, eh bien on pourrait augmenter le nombre à 11 ou 13, de façon à éviter, si vous voulez, une décision qu'on pourrait appeler
qui mènerait à une impasse. Autrement dit, si on avait 8 juges, 4 décident d'un sens, 4 qui décident dans l'autre, ben là, à ce moment-là, il n'y a pas de décision. Donc, une décision. Présentement, nous avons 9 juges, pourrait porter à 11 ou à 13 et ajouter un juge pour le Québec. Ça pourrait être une solution qui permettrait aux conservateurs de nommer sur le banc des juges relativement jeunes qui pourraient en quelque sorte établir des précédents. Évidemment, est-ce que ça pourrait conférer une majorité conservatrice à la Cour suprême? Ça, je ne suis pas certain. Mais au moins, ce serait une avancée intéressante. Ça, c'est une partie de la solution. L'autre partie de la solution, en ce qui concerne, de ma proposition, dis-je, en ce qui concerne la Cour suprême, c'est d'amender l'article 52 de la loi de la Cour suprême qui fait que ces jugements sont finaux et sans appel. Eh bien, je propose d'amender l'article 52 de façon à ce que les jugements de la Cour suprême soient finaux et sans appel, sauf en matière de sécurité nationale. Et en matière de sécurité nationale, il faudrait obtenir l'avis, à tout le moins, dans un premier temps, de la Cour suprême américaine. Vous allez le dire, et ça, il faudrait que ce soit en quelque sorte négocié en vertu d'une entente entre nos deux pays. Pourquoi? Pourquoi en matière de sécurité nationale? La raison en ça est simple, c'est parce que ce sont les Américains qui assurent notre sécurité nationale. La force nucléaire qui nous propose, qui nous protège, disent, ce sont les Américains. La force armée qui nous protège, la force conventionnelle, ce sont les Américains. NORAD, ce sont les Américains. New West Northcom, ce sont les Américains. En d'autres termes, nous avons tellement négligé nos forces armées, nous ne sommes pas une force nucléaire, nous n'avons pas de sous-marin nucléaire, nous n'avons pas ce qu'il faut pour nous défendre, nous dépendons des Américains. Par conséquent, s'il y a une décision qui concerne la sécurité nationale monte devant la Cour suprême, il faut que la Cour suprême sache que sa décision va faire l'objet d'une révision par la Cour suprême des États-Unis et qui pourrait amener la Cour suprême des États-Unis à casser la décision de la Cour suprême du Canada. Autrement dit, un véritable droit d'appel. Et non pas simplement, je vous dirais, dans une première étape, obtenir un avis et dans une deuxième étape, un appel qui permettrait de casser la décision de la Cour suprême. Et ça se ferait devant la Cour suprême des États-Unis. Évidemment, vous comprendrez que le lien avec la monarchie britannique, avec le comité judiciaire du Conseil privé, c'est terminé. Ce n'est pas la Grande-Bretagne, ce n'est pas le Royaume-Uni qui nous protège, ce sont les États-Unis. Donc, en matière de sécurité nationale, je pense qu'il devrait y avoir clairement un droit d'appel. Bon. Dernier aspect, troisième défi, je termine. Troisième défi, les médias, et en particulier Radio-Canada. Le Parti conservateur, sous la direction de Pierre Poilievre, doit réformer Radio-Canada. Radio-Canada doit cesser d'être comment est-ce que je pourrais dire, un média électronique, une télévision de divertissement, de panel politique, d'humour, de spin. On spin de l'information. Autrement dit, on fait durer les nouvelles longtemps pendant une durée complètement inutile où on n'apprend absolument rien. Ce qu'on appelle en anglais le spin, to spin the info. On fait durer la nouvelle. Et je le répète, Radio-Canada doit cesser d'être une télévision de divertissement, de talk show, de panels politiques, de journalistes qui n'ont aucune expertise et qui font de la propagande, littéralement. Une télévision où il pourrait y avoir des talk shows humoristiques. En fait, une télévision où il y a beaucoup de niaiseries. Moi, avec mon impôt, je ne finance pas une télévision stupide. Et à l'heure actuelle, et depuis au moins une décennie, Radio-Canada a sombré dans ce genre de diffusion. Et c'est choquant. Ça n'apporte rien à la société. C'est pas conforme à son mandat, même si légalement on a changé le mandat. Catherine Tate et d'autres ont obtenu que le mandat soit comme élargi. Et là-dessus, je partage complètement l'opinion de Pierre-Carl Péladeau
devant le CRTC quand il dit, évidemment, la télévision commerciale, le divertissement, ça doit revenir au secteur privé. Et là-dessus, moi, je pense que non seulement Pelado a totalement raison, mais il faut revenir au mandat initial, originel de Radio-Canada, qui est d'abord et avant tout l'information internationale, l'information nationale, l'information régionale, information, et non pas de la propagande, et non pas des panels ou des talk shows sur l'actualité. Et évidemment, avoir un volet culturel, scientifique et religieux extrêmement fort. Quand je dis religieux, ça comprend la philosophie. Quand je parle de science, je parle évidemment pas seulement le changement climatique, l'environnement, mais les développements de la science comme dans le domaine de la géologie, dans le domaine de la physique, de la mécanique quantique, des mathématiques, de l'informatique, etc. Autrement dit, un volet scientifique très large, un volet culturel très large qui couvre la culture, la peinture, la littérature, les arts plastiques en quelque sorte, la littérature en général, que ce soit la poésie, le roman, et ainsi de suite, le théâtre, bien sûr, le cinéma de répertoire, voilà. Donc, je pense que Radio-Canada doit retourner et à une télévision davantage d'expertise, une télévision qui va en quelque sorte augmenter, qui va être une valeur ajoutée par rapport à l'éducation de la jeunesse, l'éducation de la population en général, et qui va être une télévision de vulgarisation, d'ouverture, comme ça a déjà été le cas à une certaine époque, avec Raymond Charette, Henri Bergeron et d'autres. Et aussi permettre au théâtre de découvrir, nous permettre de découvrir de nouveaux auteurs, n'est-ce pas, que ce soit dans le théâtre. On se souvient de Marcel Dubé, Hubert Aquin, etc. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et j'invite mes abonnés et tous ceux qui m'écoutent, ou qui avaient l'intention de m'écouter, de, de vous abonner si vous ne l'êtes pas et de me faire des commentaires, de me poser des questions. Comme vous avez pu le constater, plusieurs d'entre vous, j'ai l'habitude de répondre. Là-dessus, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025, une bonne année. Et on va se revoir pour une prochaine vidéo, dis là-dessus. Bon, donc, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.